Alors c'est très bizarre pour moi de parler à LPC, pour ceux qui me connaissent. Je suis plus stressé par le fait que l'orga se passe bien, alors que je suis plus partie de l'orga, un petit côté masochiste. Bah, merci d'être là, merci d'avoir réservé le talk, déjà. Merci d'être parti pour ceux qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas réservé. Non, mais vous imaginez, c'est galère. L'année dernière, on a galéré à cause de ça. Et on va parler effectivement argent, moula, thune, peu importe le mot que vous préférez. Parce qu'on ne va pas se mentir, on a merdé. Voilà. On a merdé alors qu'on avait quand même une super promesse. Hein, je vous rappelle notre promesse, hein, le produit transforme la technologie d'un centre de coût à un centre de profit. Le problème, c'est que c'est resté une très jolie formule pendant très longtemps, jusqu'à l'avada kedavra du monde de la tech, la profitabilité. Et puis d'un coup, effectivement, il a fallu montrer patte blanche. Et qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, on a parlé EBITDA, PNL, Contribution Margin, puisque tout le monde connaît ça. Et non, on a parlé framework. En fait, on a fait du product planning. C'est comme le mansplaining, mais avec le produit. Donc vous avez des 16 et marketeurs qui vous disent quand est-ce que ça va sortir, et vous répondez oui, alors tu comprends, on a fait discovery, alors on est comme double du double diamant. C'est compliqué une estimation, voilà. Donc next later, tu maîtrises, voilà. Et donc évidemment, quand 2022 est arrivé, quand on a regardé les bilans comptables de l'entreprise, et que les CEO ont commencé à dire, on a quand même rajouté plein d'équipes produits, je ne vois pas l'effet sur les bidas, ben on est un peu passé pour des cons. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que ce n'est pas une fatalité, et qu'on peut s'inspirer d'un des plus grands penseurs du XXe et du XXIe siècle, Jean-Claude Van Damme. Alors Jean-Claude, tout le monde connaît Jean-Claude. Jean-Claude, ce n'est pas un homme, c'est un concept. Et Jean-Claude, bon, l'impact, il maîtrise depuis très longtemps. Hein. Jean-Claude, il est post-impact. Parce que l'impact, ce n'était pas suffisant, il a inventé le double impact. Et le double impact, en fait, peut nous inspirer. Inspirer une loi de l'organisation produit qui dit que la raison d'être de nos organisations, c'est de créer du ROI et pour l'utilisateur et pour l'entreprise. Les deux. Donc user-centric, pas non, parce que user-centric, faut-il encore que l'user ait envie de payer? Je sais, c'est un peu trivial, mais c'est important. Et être que business-centric n'a aucun sens, puisque à un moment, si on est trop business-centric, eh ben, on tue notre rétention. Et quand je parle de ROI, alors évidemment, on est là pour parler argent, ça ne veut pas dire que c'est que de l'argent. Si par exemple vous travaillez dans le service public, je dis à France Travail, vous allez dire, on ne vend pas quelque chose. Oui, mais alors si vous n'avez pas d'effet sur le chômage, à un moment ou à un autre, ils vont cuter votre budget. Hein. C'est pareil. Donc toujours au service d'une mission. Bah, le talk, ça va être de vous montrer, en tout cas de vous inspirer, comment on peut atteindre la notion de double impact. Et je ne vais pas vous donner un super framework avec une formule. Si tu fais de l'étape 1 à l'étape 9, à la fin, ça fait des chocs à pic. Je vais vous parler de 3 principes que moi j'ai mis en place, que je mets en place avec mes clients aujourd'hui. Bah, si vous pouvez vous en inspirer, c'est super. Si vous avez des retours à me faire, vous avez essayé de les mettre en place, ça ne marche pas, vous m'envoyez un message sur LinkedIn. Ça me fait toujours plaisir d'en discuter et j'espère que ça va marcher pour vous. Et donc ces 3 principes, le premier, c'est le principe de co-investissement. En traduit en moldu, co-investissement, c'est globalement, on est tous dans le même bateau. Voilà. Le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le capping. Le capping, c'est, on ne fait pas de chèque en blanc. Et puis le troisième, c'est le portfolio où on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Voilà, ça c'était la pause boomer. Ah non, il y a des gifs après. J'ai quand même 44 ans, je l'assume. Voilà. Je sais, ça se voit pas, mais ça c'est le maquillage. Oh. Une super maquilleuse aujourd'hui, c'est incroyable. Elle fait des miracles. Co-investissement, on rentre dedans, ça vous va? Oh, c'est gentil, il y en a qui répondent. Non, ça me touche. Voilà. Qui connaît l'expression skin in a game? Okay. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Non. Alors ça vient d'une fable anglaise
Vous avez un coq, une poule qui va voir un cochon et dit Eh, salut, ça pourrait être sympa qu'on fasse du eggs and bacon. Je ne sais pas pourquoi mon poulet a la voix de Jean-Marc, mais poulet a la voix de Jean-Marc. Fait ce qu'on peut. Évidemment, dire pour la poule c'est facile, elle fait un œuf, c'est pas une partie d'elle. Évidemment, pour le cochon, eggs and bacon, c'est un tout petit peu plus impliquant. Et quand j'utilise cette image-là, les gens dans le produit me disent Ah ouais. Donc nous, on est les cochons, et les stakeholders, c'est les poules, ouais, c'est ça. Est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Ah oui, c'est le « oh » moment de la présentation. Donc à 3, on va tous faire un gros « oh ». Donc 1, 2, 3, « oh ». Vous êtes formidable, j'adore ce que vous faites. Si on revient à ce à quoi on sert, on est censé transformer le temps d'une équipe en impact. Encore une fois, c'est joli sur le papier. Juste comme ça, une équipe produit chargée, selon vous, coûte combien par an? Tout le monde connaît le chiffre. Alors c'est très joli. Si on le traduit effectivement sur une année, c'est 1 million. Si on le traduit par semaine, c'est 20 000 euros. Alors, si vous faites des sprint planning, vous êtes en Scrum sur des sprints de 2 semaines, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un sprint planning, vous décidez de mettre 40 000 euros sur quelque chose. Ça veut aussi dire que quand on commence l'année, moi en tant qu'ex-CPO, en gros, je confie à une équipe 1 million d'euros à investir. Là, d'un coup, quand on dit 1 million d'euros à investir, c'est dire que moi, à la fin de l'année, en tant que CPO, il va quand même falloir que je montre à quoi a servi mon budget. Si minima, j'ai pas 1 million d'euros à la fin, il va falloir que je vire des gens. Voilà. Ça s'appelle la profitabilité. Et donc, la responsabilité d'une équipe produit, la première, c'est de transformer ce temps en quelque chose d'autre qui est censé être du ROI. Et c'est là qu'à un moment, on va agir comme des investisseurs. Plus en train de se dire, on a décidé de passer 2 semaines de plus sur quelque chose. Si vous avez 2 semaines de plus à passer sur quelque chose, ça veut dire que, de façon générale, vous allez mettre 40 000 euros de plus sur une évolution. Donc votre ROI, il baisse naturellement. Mais en plus, c'est que vous avez 40 000 euros de moins à investir dans autre chose, puisque vous avez 1 million d'euros par an. Vous mettez en danger le reste de votre roadmap et potentiellement l'équilibre de votre budget. Donc, ça change un peu les choses. Bon. Maintenant, on a dit qu'on était tous des poulets. Ce qui veut dire que nos stakeholders doivent aussi changer. Et qu'un de nos rôles, c'est de transformer les stakeholders. Qui était là à LPC l'année dernière? Okay. Qui, l'année dernière, a vu le talk de Léa Tarine? Okay, ou qui la connaîtrait? Alors, je vais utiliser, avec son autorisation, l'image de Léa qui s'appelle Gary the Sales Guy. Et je vais vous projeter dans une simulation qui n'a évidemment rien à voir avec la réalité. Gary a décidé de vendre un élément qui n'était pas sur la roadmap à un client. Science-fiction totale. Toute ressemble que c'est la réalité étant purement fortuite. Qu'est-ce que ça coûte à Gary de vendre quelque chose qui n'est pas sur la roadmap? Que dalle. Voilà. Qu'est-ce que ça vous coûte à vous de recevoir la demande de Gary, de l'étudier, de vous battre pour dire mais c'est complètement con, mais d'une façon diplomate, en ressortant, peut-être de faire un peu de discovery et autres, ben vous, ça vous coûte de l'argent. Imaginons, même de ressemblance avec la réalité, tout ça, vous êtes obligé de le faire. Parce que vous comprenez, il y a un business case. Alors juste comme ça, est-ce que quelqu'un a déjà vu un business case honnête? Si c'est pas vous qui l'écrivez, parce que ça marche pas. Okay. Donc, le business case, et puis vous allez faire la classique, discovery, puis le design, puis les specs, et puis on met en prod. Vous, ça vous coûte donc 20 000 euros par semaine. Coût pour Gary? 0. Et puis imaginons que ça ne marche pas. On n'a pas vendu, il n'y a pas d'usage. Vous allez dire, il faut que je justifie l'usage que j'ai fait de cet argent-là. À un moment, équilibre financier. Et qu'est-ce que ça coûte à Gary si ça ne marche pas? 0. Et c'est ça le problème principal, et ça marche sur opération, marketing ou autre. C'est pas que les gens sont foncièrement malhonnêtes, c'est que concrètement, dans une organisation
produit ou tech aujourd'hui, ça se passe comme ça. En fait, les gens, quand ils font une demande, viennent piocher dans votre budget. Ils décident que parce qu'il leur faut un bouton, ben, ils ont le droit de taper dans 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, donc fois 20 000 euros dans votre budget à vous, sans dépenser une thune. Et en plus, ils vous le réclament si vous ne le faites pas. Et donc c'est parce qu'ils n'ont pas de skin in the game. Parce qu'au final, comme ils n'ont aucune conséquence si ça ne fonctionne pas, ils ne comprennent pas quels sont les impacts. Et que si vous leur parlez de discovery et delivery et autres, ils ne pigent pas, ils veulent quand même leur bouton, ils veulent quand même leur feature. Donc il faut qu'ils aient quelque chose à mettre sur la table. Combien de personnes ici travaillant en B2B ont eu des difficultés à avoir accès aux consommateurs pour poser des questions? Vous dites quand même qu'à un moment, on vient avec une demande, mais en contrepartie, on ne vous donne pas accès aux consommateurs. Donc en gros, ah non, tu comprends, c'est moi qui gère la relation commerciale. En fait, si tu veux qu'il se passe quelque chose, c'est comme un investisseur. Il faut qu'à un moment, tu mettes quelque chose sur la table. Il n'y a pas de raison, au final. On doit agir comme des co-investisseurs. Donc accès au network, donc du temps pour te challenger. Donc s'il faut tester une proposition de valeur, ben, tu es là avec moi. Moi, je suis product manager ou je suis product designer. Je ne sais pas vendre. Tu seras toujours meilleur que moi pour aller tester un discours commercial. Et donc pourquoi on n'aurait pas le temps dédié, peut-être pas à 100%, d'un sales, de quelqu'un du marketing, des opérations avec nous pendant le temps de discovery et de delivery? Finalement, c'est ce qu'on fait, nous. On dédie du temps à des gens pour une évolution. Donc il n'y a pas de raison. Et évidemment, ça veut aussi dire que si ça ne marche pas, eh ben, quand on fait les reviews, ce n'est pas juste le product manager de l'équipe qui explique pourquoi on n'a pas un tas d'usage. C'est-à-dire que le stakeholder, il doit être là avec nous. Et dans ces cas-là, il est co-investisseur. Donc, vous n'avez pas de co-investissement si, à cette question, la réponse est 0. Ça va, je ne vous ai pas plombé l'ambiance. Le capping. Le capping sur le papier, c'est très très simple. Vous avez un appétit et une ambition. Et le but, c'est de vous dire que limiter l'appétit, c'est quel pourcentage de votre budget? 1 million d'euros? Est-ce que ça vaut 50, 100 000, 200 000? Et pour quelle ambition? Pour quel résultat? Voilà. Ça, c'est la base de la base. Ce n'est pas une question qu'on se pose forcément systématiquement. On voit une évolution, une opportunité, on décide d'y aller ou pas, mais on ne se dit pas, attention, combien ça vaut d'investissement par rapport à d'autres opportunités. Si vous n'êtes pas dans la deuxième logique, vous ne pouvez pas agir comme des co-investisseurs. Sauf qu'en plus, ça s'applique à toutes les activités du produit. Par exemple, le discovery. Quand vous parlez de discovery à des gens qui ne sont pas dans une équipe produit, ils vont tous vous dire « mais tu ne me fais pas confiance, mais je t'assure, je connais le marché, je connais mes consommateurs, je sais qu'ils veulent ça ». Quand vous êtes co-investisseur, ça devient de la due diligence. Est-ce que ça vaut l'argent qu'on s'apprête à mettre dedans? Moi, si je ne suis pas sûr, j'investis pas. J'investis un peu pour voir. Et c'est ce que font les venture capitalistes. Ils ne vous donnent pas 10 millions tout de suite ou 20 millions tout de suite, sauf si vous êtes OpenAI ou ce genre de personnes. Ils vous donnent un petit ticket et puis ils voient ce que vous faites avec. Et bien, d'une certaine façon, c'est ce qu'on fait. On est sur une notion de due deal. Donc si la personne n'est pas OK pour qu'on fasse un due deal, on n'investit pas. Parce qu'à un moment, c'est notre argent qu'on investit en grande partie. Le delivery, c'est simple. Finalement, on fait du design to cost. Design to cost, ça veut dire que si on se donne 6 semaines, c'est 6 semaines. Et que si on fait moins en 6 semaines, on fait moins en 6 semaines. C'est pas, oui, mais on aimerait bien passer une semaine de plus parce qu'au niveau tech, c'est mieux. En fait, au niveau tech, ça veut dire que c'est 20 000 euros par semaine en plus, encore une fois, sur la même évolution. À la fin, économiquement, ça ne peut pas fonctionner. Et le troisième, c'est le go-to-market. Le go-to-market, en moyenne, c'est 50% de coûts en plus des coûts produits. Ça dépend de votre business model. Plus vous êtes sales-led, évidemment, plus ça coûte cher. Mais ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas 1 million, mais 1 500 000 que vous investissez. Parce que le super produit qui n'est pas distribué, ça reste un joli produit sur papier. Et là, on touche à une des grosses problématiques de notre monde, le launch versus le land. Est-ce que vous imaginez les gens chez SpaceX envoyer la fusée et juste passer à autre chose?
Bah, c'est un peu ce qu'on fait quand même. Quand vous regardez vos roadmaps, la roadmap, elle s'arrête à la release. Non, mais on s'en fout, là. La fusée, là, on en a une autre de toute façon, donc voilà, pas de problème. Et donc, une roadmap ne peut pas s'arrêter à la release. Il faut arrêter ce genre de conneries et ça devient un release plan. On peut se battre pendant des années en disant en annex later, non, c'est pas un release plan, c'est une roadmap, tu comprends la différence. Ça arrête du product explaining. Là, le but, c'est de dire, bah, OK, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, qu'est-ce qu'on attend comme résultat? Et pas que d'usage. Quels efforts vont mettre les sales, le marketing, à supporter le go-to-market, à s'assurer qu'on ait suffisamment de rendez-vous dans le pipe, en considérant notre pourcentage de win aujourd'hui, ce qu'il évolue. Est-ce que c'est réaliste d'investir de l'argent si derrière on n'a pas la machine pour la distribuer? A priori non. Et c'est là qu'on va commencer à parler avec des vrais chiffres, du ROI, du payback. Donc payback, pour ceux qui ne connaissent pas, combien de mois d'activité du produit après le lancement il va falloir pour pouvoir compenser mes coûts en termes de marge nette. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de marge. Si je ne sais pas qu'il me faut 18 mois pour rembourser un investissement, qu'en fait il m'en faut 36, à un moment, potentiellement, je n'aurai jamais d'équilibre financier. C'est le seul moment où j'utilise des trucs un tout petit peu financiers. Ça va jusque-là, je ne vous ai pas perdu. Co-investissement, capping. Le dernier, c'est le portfolio. Et le portfolio, il a 2 aspects. Première chose, une stratégie de base est une thèse d'investissement. C'est comme avec votre argent. Quand vous décidez de mettre l'argent sur quelque chose, vous ne décidez pas que c'est open bar. A priori, vous ne dites pas, je vais mettre 50% de mon épargne là-dessus, 50% sur le reste. En produit, et même de façon générale dans une boîte, c'est exactement la même chose. Vous avez des opportunités de stratégie possibles, destination, chemin. Et la première chose que vous devez faire, c'est vous dire dans quoi je ne vais pas mettre mon argent. Donc il y a des tickets, je vais les mettre de côté. Première chose. Donc imaginons un VC qui investit en SaaS B2B et qui dit je peux faire de l'agrotech, de la medtech et de la martech. Moi, je décide de ne pas faire de la martech. Et déjà, je focalise mes investissements. Le deuxième, et c'est un des grands problèmes avec les OKR, on n'est pas obligé d'avoir des tailles de tickets qui sont les mêmes. Donc se faire 3 OKR en disant par défaut en faire 33, 33, 33, c'est une connerie. À un moment, si vous considérez que ce qui va vous approcher le mieux dans les conditions que vous avez, c'est de mettre 60 ou 70% sur un thème d'investissement et 30 ou 40 sur le reste, en fait, vous avez le droit de le faire. Et ça change tout. Ça paraît un détail. Juste pour rire, qui utilise le RICE? Ok. Combien de personnes savent que Intercom, qui a créé le RICE, n'a jamais utilisé le RICE? C'est parce que les équipes marketing, c'est toujours l'article qui fait le plus grand nombre de vues sur le blog. Donc ils le gardent. Nos amis du marketing, si vous nous entendez. J'adore taper sur le marketing. Un plaisir. L'idée derrière du RICE, c'est certainement pas de faire une liste de 150 opportunités avec un chiffre au bout. Ça sert à rien. Première chose, c'est en fait on va faire un truc qu'on appelle le fisc, comme les impôts. On filtre tout ce qui ne correspond pas à la stratégie, donc à mes véhicules d'investissement, je ne les prends pas. Il n'y a aucune raison que, en tant que VC, si j'ai quelqu'un qui vient me pousser un produit en B2C, alors que je fais du B2B, que je l'embarque dans mes véhicules d'investissement. Aucun intérêt. Deuxième, ensuite je trie. Qu'est-ce qui correspond à un thème plutôt qu'un autre? Et à ce moment-là, si j'ai 60%, on va dire 600 000 euros de total sur une année à investir sur ce thème-là, je vais comparer les opportunités entre elles. On n'est plus du tout entre oui, mais tu n'as pas fait mon bouton. On commence à être à un niveau de oui, attends, si on met 150 000 là, c'est 150 000 qu'on ne met pas sur l'évolution pour l'Italie. Ça serait bien que vous parliez un petit peu et qu'on voit ce qui est le plus intéressant en termes de rentabilité pour l'entreprise. Et là, vous pouvez commencer à challenger sur des bases financières plutôt que sur du product explaining. Et vous assure que le niveau d'échange change totalement. Donc l'idée, au-delà d'une histoire d'œufs, c'est que même si vous n'avez pas beaucoup d'œufs, le but des œufs, c'est quand même à la main de les bien viser pour les mettre à bon endroit. J'ai passé une éternité à trouver ce gif, vous n'imaginez pas. Il faudrait bien qu'on ait des trucs d'IA qui fassent des vrais bons gifs, parce que c'est quand même un progrès pour l'humanité. Deuxième, on revient,
à l'histoire des œufs dans le même panier, plutôt dans l'idée qu'en fait, toutes les évolutions ne se valent pas. Quand on parle de stratégie, habituellement, on parle au niveau d'un département ou d'une entreprise. Là, on va parler vraiment d'une équipe. Et c'est comme votre argent. Votre argent, vous ne le placez pas que sur des placements à risque énorme ou que sur votre livret A. Vous allez panacher votre investissement. Et bien, c'est la même chose dans le produit. Si je prends deux dimensions, le potentiel de ROI à un côté et les niveaux de risque de l'autre. Alors, c'est à une échelle comme une autre. Voilà. Vous pouvez vous dire que vous avez un certain nombre d'investissements, c'est votre livret A. Peu de risques, peu de rentabilité. Mais c'est relativement sûr. On va parler de low-hanging fruits. Parfois, c'est des évolutions qui sont nécessaires. L'évolution, je sais pas, migration de Braze vers Braze pour l'équipe marketing, ça ne rapporte pas forcément beaucoup, mais en réalité, on a quand même besoin de vous pour pouvoir opérer. Deuxième type, c'est le cœur de ce qu'on est censé faire, c'est les investissements ou les opportunités stratégiques, ce qui correspond souvent à vos OKR, si vous avez des OKR. C'est là qu'on va mettre l'essentiel de ce qu'on fait et on est sur un niveau de risque qui est moyen à moyen haut. On va nécessairement faire un peu plus de discovery et autres. Et une petite catégorie qu'on a tendance à oublier ou à mal nommer, qui sont les bets. Et les bets, c'est ce qui pourrait changer le game. Quand vous êtes pré-PMF, tout est un bet. Et plus vous grossissez, et moins vous en faites. Alors je ne sais pas qui travaille dans une scale-up ou encore même en enterprise ici, mais la difficulté de faire vraiment prendre le virage de l'IA au produit, on le voit aussi parce que c'est une question de focus. À un moment, si on n'a pas des équipes dédiées à ça, on sait que c'est plus difficile. Et ben, même au niveau d'une équipe, de dire qu'on va garder 10%, je dis 10%, ça peut être 5, ça peut être 15, ça dépend de votre boîte, uniquement sur quelque chose qui pourrait être une innovation de rupture, et qu'on est prêt à perdre cet argent-là, c'est OK. C'est comme votre argent, vous avez du livret A, vous avez de l'action, et peut-être vous mettez de l'argent sur une start-up de vos potes en disant bah, si je le perds, c'est pas grave, cet argent, j'en ai pas besoin. Et c'est comme ça que vous évitez de vous faire disrupter. Si vous faites tout ça, comme investissement, c'est-à-dire que vous changez la façon dont vous voyez votre rôle, vous êtes là pour investir, vous n'êtes pas là pour faire. Qu'en face, vous dites je n'investis que si toi en face, tu mets des choses sur la table, que tu prends des risques, que tu prends la co-responsabilité autant du succès, de l'échec, et qu'on y va ensemble, qu'on gère ça au niveau d'enveloppe d'investissement, qu'on capte, et que quand on a envie de faire du discovery, on capte le discovery selon un niveau de confiance, et que si à un moment on n'a pas remonté le niveau de confiance, on s'arrête, et qu'on pense à nos différentes typologies d'investissement, alors on a des chances d'atteindre le double impact. Et devant vos yeux ébahis, je ne vais pas le faire. Arrêtez les conneries. Merci beaucoup. Petit moment pub, Vice Defender, des CPO, et on forme des gens, et à la fin, vous êtes censé faire plus d'argent que vous en aviez au début. C'est formidable. Ça revient au choc à pic. Merci.